pas de lumière? Un peu de sérieux. Bonjour et bienvenue à la ressourcerie de l'écrivain et dans cette nouvelle vidéo où d'ailleurs je remercie Piketty de Piketty Bookin pour avoir de nouveau lancé ce challenge qui doit peut-être approcher les 10 ans s'il n'a pas déjà passé ses 10 ans. Donc c'est le mois de la fantaisie qui... Il me semble que c'est elle qui a lancé ce challenge il y a une dizaine d'années sur sa chaîne, Piketty Bookin. Je vais vous mettre le lien de sa vidéo qui présente son challenge. Vous allez trouver dans sa vidéo et en dessous, si ça vous dit, vous allez trouver son drive où il y a des templates si vous voulez poster vos progressions sur Instagram par exemple. Et c'est donc la deuxième fois que je participe au challenge du mois de la fantaisie. L'année dernière, il y avait... Alors, je me souviens plus et j'ai pas retrouvé et j'ai vraiment la flemme de rechercher les catégories précises, mais je m'étais fait une liste de 12 livres, donc je vais juste vous dire vite fait de quoi que ça causait quand je l'ai lu. Donc j'ai lu Nous regrettons la mort d'Arnaud Cazelle aux éditions des Trois Nornes, que j'ai en format numérique, donc ça va apparaître quelque part autour de moi. On va être dans un monde qui est inspiré du monde celtique, et il me semble bien peut-être des Tuatha Dé Danann, si je me plante pas. Je suis pas sûre, enfin en tout cas il y a des druides, il y a des sorcières, il y a des inquisiteurs, et vous vous doutez bien que inquisiteurs et sorcières ça va pas trop ensemble. On est dans un monde qui pour moi ressemblait un petit peu à du steampunk parce que il y avait des vaisseaux qui étaient quand même très mécanisés, il y avait une présence de la magie, etc. Et il y avait des genres de zombies, parce que nous regrettons la mort. Pourquoi? Parce que la mort n'existe plus. Les gens, une fois qu'ils meurent, il reste quelque chose en eux qui fait que ça continue à animer le corps, qui a faim, et pas que d'air et d'eau et de chansons, donc ça crée des zombies. Ce qui fait que c'était un petit peu embêtant pour les gens qui survivent, d'autant plus si c'est des proches qu'il faut balancer d'une falaise par exemple. Ils ont découvert que le seul moyen de se protéger de ces morts était de les mettre dans l'eau salée. Ça tombe bien, ils vivent dans des îles. On suit une jeune femme qui est chargée, il me semble, d'aller, entre guillemets, noyer sa mère, parce que donc sa mère est décédée et qu'il faut traiter le corps, entre guillemets, pour éviter en fait qu'elle soit dangereuse pour les vivants. C'est pas un virus qui va se transmettre par morsure comme dans des trucs assez classiques de zombies ou de vampires. On est vraiment sur une espèce de malédiction qui va toucher les personnes qui meurent, qui ne meurent pas vraiment du coup. Ce qui fait que, alors de mémoire, une fois que les corps sont mis dans l'eau salée, donc dans les océans, dans les mers, les spectres, en fait, ce qui animait le corps reste prisonnier du sel, mais ce qui fait que c'est un petit peu chiant aussi de se déplacer d'une île à l'autre, parce que les océans et les mers sont truffés de spectres qui sont dangereux et qui peuvent, qui sont tangibles en fait. Je crois que ça s'appelait des spectres. Alors c'est une histoire que j'ai trouvée très originale. J'ai adoré l'originalité. J'ai adoré le traitement des personnages parce qu'on n'est pas avec des personnages que l'auteur a essayé de rendre aimables pour qu'on puisse s'y attacher, etc. C'est pas une sorcière. La femme est une inquisitrice qui doit chercher aussi, donc elle doit non seulement noyer sa mère, mais elle doit aussi chercher, il me semble, une sorcière blanche, quelque chose comme ça, une sorcière quasiment légendaire qui existe peut-être pour de vrai, et elle va être assistée en fait dans cette quête par, je crois bien que c'était son oncle, qui est un gardien de chèvre, qui fait du fromage, et qui a une soixantaine d'années, et je crois qu'il lui manque un bras. Il est amputé d'un bras ou d'une jambe, d'un bras il me semble. L'écriture il y a une espèce d'alternance en fait au niveau de la narration entre donc ce qui se passe, entre des écrits des inquisiteurs qui vont vous donner des informations sur sur l'univers, sur comment ça fonctionne. Ça peut être un petit peu déstabilisant au début, moi ça m'a pas dérangé du tout. J'ai trouvé ça vraiment sympa. C'est un texte qui est court.
je sais plus exactement combien il fait en livres, parce que moi je l'ai en format numérique, mais très bien. Franchement, Arnaud Cazelle, c'est un auteur que je continuerai de suivre. Je sais qu'il a publié autre chose ailleurs, je crois une espèce de western fantasy qui me dit bien. J'ai lu également Le Dieu dans l'ombre de Megan Lindom, qui est paru aux éditions ActuSF. Donc c'est les anciennes éditions ActuSF. Je vous mettrai un lien s'il est encore disponible, parce que les éditions ActuSF, si vous avez suivi, ont failli faire faillite et ont été rachetées, un truc comme ça. Je simplifie certainement à gros traits. Megan Lindom, c'est le vrai nom, il me semble bien, de Robin Hobb, qui est connu surtout pour l'Assassin Royal, le cycle de l'Assassin Royal, qui est un cycle fleuve. Et elle a écrit notamment des one-shots de fantasy également, sous le nom de Megan Lindom ou d'autres. J'ai d'autres livres d'elle aussi, j'ai Le Peuple des Reines, il me semble. Je crois que c'est ça. J'avais lu aussi Qui est Vendien, que j'ai aimé. L'Assassin Royal, je vous le conseille fortement. Tout le cycle. J'ai pas lu le dernier cycle de l'Assassin Royal, ni ce qui se passe dans le désert des pluies, La Cité des Anciens. J'ai commencé Qui est Vendien. Je crois que c'est tout. Donc je l'ai quand même pas mal lu, et j'aime beaucoup ce qu'elle écrit. Le Dieu dans l'ombre, on est sur une histoire qu'elle a écrite dans ses jeunes années, il me semble bien, parce que Robin Hobb commence à prendre de l'âge. Donc c'est un livre qui a été écrit, il me semble, dans les années 70. Ce qui veut dire que maintenant, si vous le lisez maintenant, pensez bien qu'il y a un petit écart par rapport à ce que vous pouvez lire et qui sort de nos jours. On suit une jeune femme qui s'appelle Evelyn, il me semble, qui vit en Alaska. Megan Lindom est originaire d'Alaska. Et elle est mariée, elle a un enfant, je crois même qu'il y a le chien là-bas, il y a presque la barrière blanche, tout ça. Ils ont leur petite vie tranquille tous les trois. Le chien, je suis pas sûre, mais... et en fait, il va se passer un truc. Dans la famille du mari, il y a quelqu'un qui va se blesser, et le mari et donc Evelyne et le petit vont aller dans la ferme de la famille du mari pour aller filer un coup de main le temps que la personne se remette. Donc c'est un os pété, donc ils sont censés être partis pour aller un mois et demi, 2 mois, tout casser. Sauf qu'arrivé là-bas, le mari d'Evelyne reprend un peu ses aises. Evelyne, elle arrive elle arrive dans une famille qui est assez traditionnelle avec les femmes, c'est-à-dire que, en gros, c'est la femme au foyer quasiment qui fait la popote, qui fait le ménage, qui est reprise, qui va couper du bois, puis en gros, quand le mari il revient de sa journée harassante à la ferme, il cale les pieds sous la table. Donc on est un petit peu là-dedans. Et Evelyne, elle n'a pas vraiment été élevée comme ça. Evelyne, elle a plutôt été élevée à aller chasser avec son père, chasser le renne ou des trucs comme ça avec son père et compagnie. Enfin, c'est quelqu'un d'assez démerdard, tout en étant assez soumise. Mais jusqu'à quel point? En fait, Evelyne, là, vous allez me dire, mais elle est où la fantaisie? À tête, ça va arriver. Euh, Assez rapidement, enfin non, pas tout de suite. Il me semble bien que le premier chapitre va parler de Evelyne enfant, qui rencontre un jeune faune, un jeune satyre, un jeune faune. Donc un petit garçon avec plus ou moins une tête de chèvre, des pieds de chèvre, etc., des pieds de bouc. Et il y a quelque chose d'assez magique autour de ça, quelque chose autour de la nature, un truc comme ça. Donc on est sur quelque chose d'assez onirique. Le faune va retrouver Evelyne où elle est. Evelyne va vivre des choses qui sont pas cool du tout, par rapport à son mari, par rapport à sa famille, sa famille à elle, quoi, son mari et son fils. Et Evelyne, elle va porter une culpabilité en fait qui est tout à fait naturelle compte tenu des circonstances. Je peux vraiment pas dire grand chose là parce que ça serait spoilé. Mais le faune la retrouve. Et là où ils sont plus du tout sur le même mode de quand ils étaient enfants, parce que le faune était un enfant. Là, on est avec un faune adulte et une femme adulte. Donc, il y a un truc qui va être assez particulier, c'est que on n'est pas avec déjà un pan, on est avec le pan. C'est le dieu Pan.
Donc c'est le dieu Pan qui est extrêmement lié à la nature, qui est très sensuel, etc. Et qui obéit à des règles un peu immuables, des règles divines qui, qui régissent vraiment, ça se répète, je sais, qui régissent son existence et ce qu'il est, son identité. Et Evelyne va devoir aussi à la fois se soumettre en quelque sorte à cette nouvelle chose parce que parce que elle n'a pas trop le choix, parce qu'elle a fait le choix elle a fait un choix par rapport à Pan, et c'est un choix c'est un choix qui va avec beaucoup de contraintes, qui va avec les contraintes déjà d'être dans la nature, d'être dehors, etc. Ils étaient en Alaska, mais ils sont descendus aux États-Unis. Enfin, elle va vivre des trucs quand même plutôt durs. C'est un livre que j'ai vraiment aimé, à la fois pour le côté manifeste écologique, pour ce personnage de femme aussi qui est tout en nuances, pour le world building aussi autour du dieu Pan. C'est Je me suis retrouvée en fait quelque part. Enfin, je me suis pas identifiée à Evelyn, mais je me suis retrouvée quelque part dans ce que voulait dire Robin Hobb, enfin Megan Lindholm ici. C'est vraiment un livre que je vous conseille également. Je vous dirai donc en barre d'informations s'il est toujours disponible. J'ai lu L'hiver de la sorcière, qui est le troisième tome de la trilogie d'une nuit d'hiver de Catherine Arben. On a en premier tome L'ours et le rossignol, en deuxième La fille dans la tour, et donc en troisième L'hiver de la sorcière. C'était chez Folio Fantasy, il me semble. Folio SF? Je crois qu'on dit Folio SF. Je les ai en bouquin, mais bon, je vous les afficherai quelque part parce que je fais vraiment le truc à la one again. C'est une trilogie que j'ai surkiffée. Catherine Arden est venue rejoindre Madeline Miller et Christelle Dabos dans mon podium des meufs qui écrivent trop bien de la fantasy. Et on suit l'histoire de Vassia, qui est une petite fille, puis une adolescente, puis une jeune adulte, qui vit dans la Russe médiévale. On doit être au XIIIe, XIVe siècle par là, quelque part où ça caille à mort dans le grand chenant russe. Et donc on est dans un monde qui est très hostile, déjà rien que par rapport à la température. Et Vassia, elle a une capacité qu'avait sa mère, qu'a d'autres personnes peut-être dans sa famille aussi, qu'ont d'autres personnes dans sa famille. C'est qu'elle peut voir et interagir avec les esprits du foyer, les esprits de la nature. Donc c'est le petit peuple un peu folklorique comme on peut entendre partout. Donc là c'est le petit peuple russe où vous allez entendre parler de Roussalka, de Movoï, etc. Et il y a le petit peuple, mais il y a aussi, on va dire, ce qui est un peu plus divin. Ce qui est plus divin, c'est Morosko, c'est le dieu hiver, le dieu gel. Donc il porte la mort. Un de ses boulots par exemple est de recueillir les âmes des morts par exemple. Et vous allez me dire, mais c'est quoi tout ça? C'est quoi tout ce bordel? Ce bordel, c'est que Vassia, bientôt adolescente, puis adulte, va se retrouver aux prises avec deux guerres. Une guerre du côté du petit peuple entre l'ours, et l'ours qui est un espèce de dieu chaotique, profondément chaotique, destructeur, et Morosko, il est divin, donc il est un petit peu très éloigné de toutes les considérations humaines, si vous voulez. Et ce sont aussi surtout ces petits peuples et ces anciens dieux, euh, des êtres qui s'effacent. C'est des êtres qui commencent à disparaître parce qu'il y a il y a de moins en moins de monde qui croit en eux. Donc ils ont un petit peu peur de disparaître. Il y a également une autre guerre qui est entre les Tatars. Il me semble que les Tatars sont des ancêtres des Mongols qui attaquaient les Russes. Donc au point que les petits seigneurs locaux, donc qui s'appelaient des boyards, leur versaient une rançon histoire qu'ils leur foutent la paix, mais ils leur foutaient pas la paix quand même, mais ils ramassaient les sous aussi. Donc ils arrivaient, ils piquaient plein de trucs dans des villages, notamment des femmes et des enfants. Sinon, ils butaient tout le monde et ils foutaient le feu. Et ils repartaient. Donc ils n'étaient pas très gentils.
Et Vassia, elle se retrouve en fait au milieu de tout ça parce que c'est la fille d'un boyard, c'est une fille d'un boyard qui est donc d'un seigneur, qui va être promise à... On va essayer de la marier, mais en fait ça marche pas trop. Euh, Parce qu'elle a son petit caractère, Vassia. J'ai adoré cette histoire. C'est un personnage qui est d'une force de fou. C'est un personnage qui bouffe aussi. C'est un personnage qui souffre, mais qui est tellement plein de courage qu'elle continue à avancer, elle serre les dents. J'ai adoré. Je vous conseille très fort cette lecture. J'ai lu Poison, Charme, Beauté de Sarah Pinborough. C'était une trilogie aux éditions Milady. Je me suis débarrassée du livre. Ce sont des réécritures de contes. Il y avait Blanche-Neige, il devait y avoir La Belle au bois dormant et peut-être Cendrillon. Je me souviens plus trop. Je crois que c'est ça. Peut-être pas dans cet ordre. Alors, étonnamment, j'ai aimé cette lecture. Je me souviens qu'il y avait une très jolie plume. Je me souviens qu'il y avait des choses que je trouvais plutôt un petit peu à renouveler en fait les contes qui étaient vraiment sympas. Et je me souviens plus de rien du tout, sinon. Mais vraiment, j'ai tout zappé. Et je pense hypothèse, peut-être que j'étais trop vieille, en fait, pour lire ça. C'est peut-être plus pour des adolescents, peut-être plus young adulte, je sais pas trop. Mais la lecture a été agréable, mais j'ai tout oublié et assez rapidement. Mais j'ai bien aimé, ma foi. C'était sympa. Je vous l'ai pas bien vendu du tout. J'avais aussi pensé lire Les 7 étoiles du Nord de Abby Elphinstone aux éditions Gallimard Jeunesse que je vous avais déjà présenté. J'ai pas lu. La source au bout du monde de William Morris aux éditions Les Forges du Vulcain. J'ai commencé au mois de septembre. J'ai lu genre une partie, j'ai arrêté, donc je reprendrai à zéro parce que là j'ai tout oublié. C'est pas parce que ça m'intéressait pas. C'est que je pense qu'en fait je papillonne beaucoup, j'ai des soucis de concentration. Donc une fois que ma concentration s'en va et que je vois un autre objet vivant, un autre objet brillant parce que je suis une pie, bah c'est mort. C'est très chiant, hein, c'est un petit peu chiant. J'ai lu Le Chant d'Achille de Madeline Miller. Donc Madeline Miller, mon top 3 des autrices fantasy. Le Chant d'Achille, on est sur l'histoire d'Achille et Patrocle, mais du point de vue de Patrocle. Patrocle qui est un jeune prince en exil parce qu'il a tué quelqu'un alors qu'il était adolescent. Je crois qu'il se faisait plus ou moins bully. Il rencontre Achille qui est à la fois divin, inaccessible, superbe. Il y a une espèce d'aura autour de lui, si vous voulez. Et à la fois, il est hyper accessible aussi. Il est sympa. Il est gentil. Il va facilement vers les gens. Il est assez paradoxal. Euh, c'est vraiment l'histoire donc de cette rencontre, comment ils grandissent, parce que quand ils se rencontrent, ils doivent avoir 12 ans, un truc comme ça, jusqu'à la fin de leur histoire. Je vous avouerai que j'ai fini en pleurs. On est dans les tragédies grecques, donc ça finit pas très bien non plus. C'était une très 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 belle lecture. Madeline Miller, de toute façon, je vais la suivre, ça c'est sûr et certain. Animal de Victor Dixon aux éditions Gallimard Jeunesse, j'ai toujours pas lu. Persona de Yelena aux éditions Hachette, j'ai pas lu. Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède de Selma Lagerlöf, on était je sais plus chez qui, mais c'est libre de droit, vous pouvez le trouver notamment sur ma chaîne, parce que Tekla Amar aussi, la traductrice, est décédée depuis plus de 70 ans maintenant. Donc c'est passé libre de droit en peut-être janvier ou l'année dernière, je sais plus. Bref. Non, c'était 2024. Très 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 belle découverte. Je pensais pas. On est sur, si vous voulez, le guide routard du voyage en Suède, notamment au travers de ses différentes régions, mais aussi au travers de ses différents contes. On suit Niels, qui est un peu un sale gosse, qui doit avoir 12-14 ans, qui devait en fait à l'origine aller avec ses parents au temple pour aller prier, sauf qu'il a eu pas envie. Donc comme ses parents se doutent qu'il va rester glandouillé à la ferme, on est au début du 19e siècle. Hein. Non, on est au début du 20e siècle, on doit être dans les années 1900 et des bananes. Les parents lui disent, bon ben ok, mais tu vas lire le livre, donc le livre avec un L majuscule, donc probablement une Bible ou quelque chose de ce genre.
Tu lis ce chapitre-là et en fait, quand on va rentrer, on va te demander de quoi que ça cause, quoi. Donc les parents s'en vont sans trop d'illusions. Lui, il bougonne un peu en mode un peu petit adolescent qui se dit oh, de toute façon, ils sont tout le temps sur mon dos, etc. Et c'est un sale gosse. Donc c'est un sale gosse qui est habitué notamment à aller un petit peu emmerder les basses-cours. Il va filer un coup de pied comme ça, gratos, à une poule qui passe, des trucs comme ça. Et donc si vous voulez, comme ça, la basse-cour a un peu tendance à se méfier de lui, les animaux de la basse-cour. Et il va rencontrer un tomte. C'est quoi un tomte? Un tomte, c'est un petit lutin. Un petit lutin avec son petit chapeau, tout ça. Il va emmerder ce pauvre tomte. Il va emprisonner ce tomte dans une cage à oiseaux. Et le tomte va réussir à convaincre Niels de le relâcher. Niels va le faire. Mais le tomte se rend compte que Niels, c'est quand même un sale gamin. Puisque c'est vrai. Niels, c'est un petit con. C'est un petit con malheureux. Parce que je pense qu'il est aimé, mais il ne le sait pas. Donc, il se pose en victime, si vous voulez. Donc, au début, vous avez un peu de mal avec lui parce qu'il est un petit con, quoi. Petit con. Mais petit con parce que, aussi, il y a des choses qu'il ne perçoit pas, qu'il n'a pas compris, par exemple, qu'on lui a peut-être pas montré ou qu'il n'a pas compris. Ce qui fait que c'est un gamin qui est plein de doutes. Mais il n'exprime rien de tout ça. Il n'exprime que de l'agressivité. Et que d'être sur la défensive et tout ça. Donc moi, ça me rappelait pas mal de choses par rapport à mon ancien boulot. Et mon petit Niels, il va être puni par le tomte, parce qu'il a quand même emmerdé ce pauvre tomte, qui va le transformer en tomte. Donc il va se retrouver au grand comme une main, et il va parler le langage des animaux. Et il va accompagner, je sais plus pourquoi en fait je sais plus quel est le prétexte de ça, mais il va partir en fait avec Martin qui est le jar domestique, donc le mâle oie. Il va partir avec le jar qui va suivre des oies sauvages et ils vont partir faire un tour de la Suède. Il va leur arriver plein de choses. Il va rencontrer plein de mondes différents, notamment un ennemi régulier, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est le renard qui veut absolument le bouffer et se bouffer une oie aussi. J'ai trouvé que c'est un livre qui est très touchant parce que vous avez vraiment un personnage qui change du tout au tout, du début à la fin du roman et au cours de ce voyage. Et si au début il m'agaçait, à la fin je peux vous assurer que j'avais envie d'un petit peu de le prendre dans mes bras, ce gosse. C'est une très belle histoire. Je vous conseille vraiment de l'écouter sur ma chaîne ou de la lire si vous la trouvez. Alors si vous la trouvez, vous allez sûrement trouver des vieilles éditions pas forcément jolies, je précise. Donc préférez le numérique au cas où si ça vous intéresse. Je n'ai pas lu La légende du noble chat Pistefouet de Tad Williams, on était aux éditions Nemos. J'ai lu Le lac aux îles enchantées de William Morris, on était aux éditions Les Forges du Vulcain. Je vais vous faire un résumé rapido parce que je me souviens plus très bien, ça remonte, et surtout que c'est dans une narration qui est assez particulière. William Morris, c'est notamment un auteur parce que c'est un gars qui a fait plein de choses dans sa vie. Il était notamment décorateur, illustrateur, il a fait les arts déco, des trucs comme ça. C'était un passionné du Moyen-Âge, des légendes, c'était un traducteur, il a fait plein de trucs. Et il a écrit en fait le lac aux îles enchantées. On va suivre Petite Griffe, qui est une gamine qui a été volée par une sorcière dans un village et qui a été élevée par cette sorcière. Dit comme ça, autant dire que son enfance c'était quand même pas tendresse et chocolat. C'est une gamine qui a été plus ou moins réduite en esclavage, qui devait répondre à tous les souhaits de la sorcière, faire le ménage, bref. Elle a pas eu une enfance super top moumoute. Elle va réussir à s'échapper un moment. Le truc qui est très intéressant chez Petite Griffe et puis dans cette histoire-là, c'est que c'est une histoire qui a été écrite à l'ère victorienne et on se retrouve en fait avec une héroïne victorienne qui
à la fois serre les dents par rapport à ce qu'elle subit, mais aussi se rebelle, tout en restant digne, tout en peut-être en faisant de temps en temps des erreurs, mais elle est pleine de courage, elle y va. Euh, Petite griffe, j'adore ce nom de personnage. C'est par exemple un personnage, il me semble bien, qui va un moment essayer de se battre contre un chevalier en armure, hein, s'il vous plaît, qui lui veut pas du bien. Bon, elle va se planter, mais elle prend une épée puis elle essaye de se défendre, quoi. Donc elle n'a pas les deux pieds dans le même sabot. J'adore cette expression. Donc voilà, franchement, je pense que c'est pour ceux qui aiment le Moyen Âge, pour ceux qui auraient envie de lire un ancêtre de la fantaisie qui a inspiré Tolkien, parce que William Morris, il est né peut-être une bonne trentaine d'années avant Tolkien. Les calculs sont peut-être pas très bons là, mais enfin c'est un prédécesseur de Tolkien, donc n'hésitez pas. Je crois qu'il est pas archi connu non plus en France, il est surtout connu dans les pays anglophones, surtout en Angleterre je pense, Royaume-Uni. Donc moi j'ai trouvé ça intéressant et c'est pour ça que je lirai aussi La source au bout du monde quand je m'y mettrai. Et sans doute que j'achèterai aussi les 3 derniers livres qui sont aux Forges du Vulcain, qui sont de William Morris. Ce qui fait que j'ai calculé hier, si je me plante pas, sur les 12 livres que j'avais proposés, sachant que Poison, Charme, Beauté, c'est 3. Hein. J'en ai lu 6. Donc si je compte Poison, Charme, Beauté, ça fait 8. Mais ça fait 8 sur 14, un truc comme ça. Ce qui veut dire que c'est quand même plutôt bien. Et ce qui veut pas dire que les livres que j'ai pas lus, je vais pas les lire un de ces 4. Donc, voilà. Je fais une petite pause parce que j'ai la liste, c'est écrit affreusement, donc je vais recopier ici. J'ai la liste des catégories pour le mois de la fantaisie 2025 et bah, je vais chercher des bouquins. Mission accomplie, presque. Bon, il y a des choses qui vont y aller au chausse-pied. Hein. Donc, pour le mois de la fantaisie 2025, Piketty Bookin, Piketty a choisi cette fois 8 catégories. Donc c'est moins que la dernière fois, ce qui n'est pas gênant. Peut-être que j'en lirai plus, peut-être tout, sans doute pas au mois de mai. Donc il y a Cozy Fantasy et Quête. J'ai choisi Ézéchiel et l'âme égarée de Christina D'Amico et Mélanie Mendes. C'est un premier tome qui s'appelle Le Pacte. C'est publié chez Publish Room Factory, donc c'est de l'auto-édition. On est, je suis pas sûre que, oui, si je pense qu'il y a une notion de quête. Je vous lis le 4e. En enfer, Ézéchiel est un démon différent, en quête de sa première agrégation, dans le but d'obtenir son grade de démon. Il n'en est pas à sa première tentative en tant que Diono, mais cette fois, c'est aidé de sa tante Abraël qu'il compte bien faire taire ses émotions qui n'ont pas lieu d'être. Il deviendra aussi digne que tous les autres soldats de Lucifer. Enfin, ça, c'est ce qu'il pense, mais c'est sans compter une âme aux nombreux péchés qui ne tardera pas à lui faire tourner la tête, engendrant des révélations qui iront jusqu'à briser les fondements et les lois mêmes de Dieu en personne. Donc on est sur un livre qui fait quasiment 300 pages, il me semble que c'est plus de la littérature pour adolescents, on est adolescents et young adulte. Donc voilà, de toute façon il faut que je le lise cette semaine. Ensuite nous avons créatures fantastiques et anthropomorphisme. Donc anthropomorphisme c'est un petit peu un mélange de créatures et d'hommes ou de femmes d'ailleurs. J'ai choisi Une sirène à Paris de Mathias Malzieu, on est chez Albin Michel. Donc c'est un roman qui est assez court, qui fait pas 300 pages non plus. C'est écrit quand même relativement gros. Il fait des petits bouquins, Mathias Malzieu. Surprisier, ceux dont l'imagination est si puissante qu'elle peut changer le monde, du moins le leur, ce qui constitue un excellent début. Il me semble que... Alors, Mathias Malzieu, je ne suis pas sûre d'avoir lu un de ses livres, pourtant j'en ai au moins un autre, mais je l'ai connu en fait avec le groupe Dionysos que j'ai vu à ses débuts à Rennes, et j'aime beaucoup cet univers qui est très fantasque, très imaginatif, je trouve ça très sympa. Ensuite, Uchronie, dystopie, post-apo, j'ai choisi Célestopol 1922 de Emmanuel Chastelière.
La célèbre cité lunaire de l'Empire russe n'a pas fini de nous dévoiler ses merveilles. 1922 sera une année folle. Dans ses rues peuvent se croiser Marie Curie, l'archiduc François-Ferdinand ou Howard Carter, mais aussi d'humbles ouvriers, des automates au cœur de cuivre et des voleurs habiles. De l'opéra aux maisons closes, en passant par un championnat d'échecs et une compétition de patinage, la ville se révèle dans toute sa magie autant que dans ses aspects les moins reluisants. On est sur un recueil de nouvelles qui fait découvrir Sélestopol dans tous ses paradoxes, à travers une galerie de personnages éclectiques et une société au questionnement très contemporain. Elisa Thévenet du Monde dit, dans un univers tout en clair-obscur, Emmanuel Chastelière nous parle de liberté, de rédemption et de destin, et on est chez Folio SF. Emmanuel Chastelière, j'ai 2 autres livres de lui. Je crois qu'il y en aura un dans la pile peut-être. Non, il sera en bas. C'est un auteur et c'est un traducteur et je l'ai jamais lu, j'ai très envie, ça m'intéresse, son boulot m'intéresse. Pour suite de saga, j'ai choisi, parce que je l'ai commencé, mais j'ai pas beaucoup avancé dans le deuxième. Je n'ai pas beaucoup avancé en fait dans. Il y a des chats derrière la porte. J'ai choisi cette saga. Donc cette saga, c'est Ward tout seul et Ravinger et Ward. C'est de Céline Badarou et on est en auto-édition. Je vais vous les montrer rapidement. Il pourrait tout à fait aller dans la catégorie Cozy Fantasy. Parce que on est dans une réécriture de Sherlock Holmes, mais dans un univers fantasy où Attendez, je vous lis juste le prologue. Il y a un truc passionnant derrière. C'est tout, c'est très court. Le royaume de Sa Majesté des Fées est vaste, fort vaste. Il a coexisté en parallèle du monde des humains pendant des millénaires. Peut-être plus, mais qui s'en rappelle maintenant? Depuis des millénaires, l'humanité ignorait l'existence du royaume. Puis, elle la découvrit. Elle comprit son étendue et sa puissance. Alors elle eut peur. Et ce fut le grand conflit. Donc, ceci, c'est une nouvelle. C'est Ward tout seul qui parle du Tomte abandonné. Celle-là, je l'ai lu. Quand j'aurai lu la totalité, je vous le dirai. Il y aura une vidéo qui sera dédiée. Le deuxième, c'est Ravinger et Ward, donc la licorne assassinée. C'est un toucher doudou. La couverture, elle est toute doudouce. C'est magnifique. Je vous montre juste aussi à l'intérieur. Si vous voulez acheter ces livres sur son Ko-fi, je vais vous mettre en barre d'informations. Et on est sur... on est vraiment... Enfin, franchement, moi, ça m'a vraiment tapé dans l'œil, rien que pour le travail éditorial qu'elle a effectué là-dessus. Le troisième, Ravinger et Ward, la sirène bipolaire. Non, le deuxième, pardon. C'est le troisième au total, mais c'est le deuxième. Le quatrième, Ravinger et Ward, la tarentule bègue. C'est donc bien le tome 3. Et le quatrième, enfin le cinquième et dernier, Ravinger et Ward, la grenouille frileuse. Donc on va être sur des enquêtes, notamment le Tomte abandonné, c'était un Tomte qui avait perdu ses parents, qui était un jeune Tomte de quelques centaines d'années, mais qui avait perdu ses parents. Il y a un côté très doudou, c'est tout mignon. On pensait vraiment à Sherlock Holmes et Watson, parce qu'on est sur ce côté... c'est Ward qui est l'équivalent du Sherlock, si je me plante pas, qui est quand même assez perché comme personnage. On sent le côté un peu génial, qui adore faire des expérimentations, qui n'est pas trop à l'écoute de ce qui se passe autour de lui, qui est très observateur, donc ce côté un petit peu génial de Sherlock Holmes. Très belle plume, très très belle plume, c'est beaucoup d'humour, c'est très tendre, j'aime beaucoup. Réécriture de contes, légendes, mythologie. Là, on va y aller aux chausse-pieds un petit peu. J'ai pensé à Nocturne de John Connolly. Donc, John Connolly, vous allez avoir un autre livre de lui. Oh, je me suis plantée. Il y en a un trop. Eh ben, je m'en fous, je vais le mettre quand même. Ça va être mon joker. John Connolly, j'ai déjà lu de lui le livre des choses perdues. Je vais vous présenter un peu plus loin le livre Le Pays des choses perdues. C'est la suite du livre des choses perdues. J'étais folle quand j'ai vu le truc.
Ici, on est sur un recueil de nouvelles aux éditions J'ai lu. Un peu SF là. Vous voyez les éditions grises, fantastiques, pardon. Amant maudit, enfant perdu, créature souterraine, prédateur démoniaque, savoir interdit. John Connolly explore les plus vilaines de nos terreurs nocturnes et nous livre en une vingtaine d'instantanés une vision très personnelle des plus grands thèmes du fantastique. Parmi les apparitions remarquables, celle d'un certain monsieur Lovecraft, en recteur d'université. Mon petit chat qui a eu peur. Secondée par messieurs Poe et Dickens, celle du fameux détective privé Charlie Parker, héros pour un soir d'une histoire de maison hantée, et de bien d'autres personnages aux prises avec des éléments qui dépassent l'entendement. Bitlit Urban Fantasy, prit la vie ô combien ordinaire d'Anna Green de Michael Marshall Smith. On est chez Brajlon, qui fait du poche aussi, ce que je ne savais pas. 1 million d'histoires courent le monde, la plupart sont parfaitement ordinaires, mais pas celle-ci. La jeune Anna Green est persuadée que son existence est plus banale que la moyenne, mais elle ne va pas tarder à découvrir que les ombres de sa vie cachent un monde où rien n'est ce qu'il paraît, qu'il existe une machine secrète qui convertit les mauvais tours en énergie, qu'il y a des champignons qui parlent, que son grand-père est copain avec le diable depuis plus de 250 ans, et qu'ils ont besoin de son aide. Neil Gaiman dit que c'est un livre brillant. Je sais, Neil Gaiman, ces temps-ci, il n'est pas du tout en odeur de sainteté, comme on dit, mais il n'empêche qu'il sait écrire, ce gars-là. SF Reviews dit une inventivité tout simplement impressionnante. Dernière catégorie, dark fantasy horreur. Je pense que là on va y aller aux chausse-pieds. La cité diaphane de Anouk Fort. Parce que c'est dit fantasy gothique. Gothique en général c'est pas forcément joyeux. Dark fantasy, horreur, pas joyeux. On est aux éditions Argile. J'ai eu le bonheur de trouver ce très joli livre à genre 2 € à peine. Merveille architecturale élancée vers le ciel, Roche-Étoile a connu la splendeur et la chute. La cité sainte de la déesse sans visage est maudite, réduite à l'état de nécropole brumeuse depuis que les eaux de son lac et de ses puits se sont changées en poison mortel. 7 ans après le drame, l'archiviste d'un royaume voisin se rend dans la cité défunte avec pour mission de reconstituer le récit de ses derniers jours. Mais il s'avère bientôt que Roche-Étoile abrite encore quelques âmes en proie à la souffrance ou à la folie, et celles-ci ne semblent guère disposées à livrer leurs témoignages. Un jeu de dupes commence alors entre l'archiviste et ses esprits égarés, dans les dédales d'une cité où la vérité ne se dessine qu'en clair-obscur, où dénouer la toile du passé peut devenir un piège cruel. Et donc, comme visiblement je ne sais pas compter jusqu'à 10, vous avez 2 jokers pour les catégories Uchronie, dystopie, post-apo, avec... Bon, le livre a un petit peu souffert du soleil, c'est une occasion. Passage des mauvaises pensées de Juan Antonio de Blas. On est aux éditions La Talente, donc c'est une vieille édition. C'est un bouquin qui est court, hein, il fait même pas 200 pages. Par contre, c'est écrit un peu serré. Mai 1618, Francisco de Quevedo, poète et agent secret espagnol, s'introduit dans Venise pour y prendre la tête d'une conjuration vouée à l'échec. Des couloirs du Vatican et des ambassades européennes aux arrière-salles des tavernes et des lupanards, ce véritable roman d'espionnage entraîne le lecteur dans le sillage mouvementé de l'écrivain. Duels, batailles navales, émeutes, traquenards et exécutions. La couleur du livre est bien le noir, noir des eaux de Venise où l'on tombe au fil de l'épée, tandis que claquent en s'éloignant les sabots des chevaux. Noir aussi d'une réflexion sans complaisance sur la morale politique et les pièges du pouvoir, nourrie par une recherche historique précise et une galerie de portraits foisonnantes par l'auteur de L'Arbre de Guernica. Je ne connais pas. Traduit de l'espagnol par MC et B. Bretonnière. On est vraiment sur un livre qui est court. Donc ça me dit bien, ma foi. On verra. Et pour réécriture de contes, là je pense que c'est pas trop au chausse-pied parce que le livre des choses perdues de mémoire, John Connolly, il prenait un peu tout le folklore anglais et il se l'appropriait. Et là, le pays des choses perdues de John Connolly, on est aux éditions L'Archipel avec des, je sais plus comment ça s'appelle, si vous le savez. Les espèces d'encarts comme ça, là, si vous savez comment ça s'appelle, n'hésitez pas à me le dire. Les espèces de trucs, les rabats. Phoebe, 8 ans, est dans le coma. À son chevet, sa mère, Cérès,
lui lit les contes qu'elle affectionne dans l'espoir qu'elle se réveille. Mais il est difficile de garder espoir, si difficile. Non loin de l'hôpital où Cérès passe ses soirées se dresse une vieille demeure. Poussée par une force étrange, la jeune femme pénètre dans la maison et se retrouve propulsée dans un monde fantastique. Le périple de Cérès dans ce pays des choses perdues sera ponctué de rencontres avec des personnages effrayants ou bienveillants, qui tour à tour l'aideront ou tenteront de la détourner de sa quête, rejoindre l'esprit de sa fille pour la ramener dans le monde des vivants. On retrouve dans ce roman les ingrédients qui ont fait le succès du livre des choses perdues, l'univers sombre et fantastique de Connolly, son imaginaire foisonnant, son style vif et incisif, sa malice, un conte qui est à la fois un hommage au livre, aux histoires qu'il contiennent et à la lecture. Il y a quelques citations dans les encarts. Il était 2 fois, car c'est ainsi que certaines histoires devraient reprendre, une mère à laquelle sa fille avait été dérobée. Et l'autre citation. Alors, contre la paume de sa main, comme une plume caresse la page, un doigt remua. On précise en plus que donc, le livre des choses perdues a été le grand prix de l'imaginaire, étonnant voyageur, prix Imaginal. Et ça a l'air quand même... Les petits mots que laissent en fait les journalistes sont quand même plutôt très positifs. Une immersion dans un monde fantastique de contes de fées, un beau voyage au cœur de la condition humaine, dit The Irish Times pour ce livre-là. Une vraie prouesse d'imagination, dit Kirkus Reviews, je ne sais pas comment on le dit. Les fans de John Connolly ne seront pas déçus, un nouveau roman en tout point remarquable, dit The Independent. Donc c'est quand même plutôt élogieux, ma foi. Je m'arrête là, vous pouvez ouvrir les paris pour savoir combien je vais lire de livres parmi ceux-là. En tout cas, mes priorités sont les Ravinger Award de Céline Badarou et aussi le Ézéchiel et les lames égarées de Christina D'Amico et Mélanie Mendes. Oui, je ne me trompe pas. Donc, ça va être les 2 premiers livres que je lirai. Ensuite, ça va être un peu au feeling et tout au fil de l'année sans doute parce que ce mois-ci, en fait, je suis un petit peu charrette. Ça va se calmer un peu, mais j'ai d'autres trucs à faire à côté, donc je vais avoir moins de temps pour de la lecture un peu plus loisir, entre guillemets. Et aussi, ce que j'aurais pu rajouter ici dans Réécriture de contes, légendes, mythologie, j'ai commencé à lire Les Chrétiens de Troie, à savoir Érec et Énide. Donc, comme vous le savez, je lis toujours plein de trucs en même temps. Donc, on change pas une équipe qui gagne. Voilà. Qui est un petit peu lente, mais qui lit quand même. Je vous souhaite un très bon mercredi. Lisez tout plein, rêvez tout grand. Et est-ce que vous participez au mois de la fantaisie? Et si oui, qu'est-ce que vous comptez lire? Et parmi ce que je vous ai proposé comme lecture, là, est-ce qu'il y en a qui vous tilt un petit peu plus que les autres? Donc, il y a des trucs qui sont plutôt récents, il y a des vieux machins aussi. J'aime bien les vieux machins. À tout bientôt. Salut.